11 avril 2011, 17 juin 2017, et oui, ça fait effectivement 10 ans que tout le monde entier, surtout les panafricains, attendait l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au niveau du débat du jeudi, nous allons décortiquer l'arrivée du président. Est-ce mauvaise ou bonne au niveau de l'organisation? Donc, pour m'aider, nous aurons Hervé, le représentant du Front populaire ivoirien en Égypte. Nous aurons Sylvain, le représentant du COGEP en Égypte. Et nous aurons Tipanda, activiste panafricain nigérien. Et nous aurons Tierno, analyse politique malien. Donc, bienvenue au débat du jeudi. Sans plus tarder, Hervé, alors, explique-nous en réalité comment s'est fait l'organisation au niveau de l'arrivée du président en Côte d'Ivoire. D'accord. Tout d'abord, je souhaiterais à nouveau vous dire merci pour l'occasion, pour l'opportunité que vous nous donnez présentement de parler de la venue miraculeuse, comme on peut dire, du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les choses se sont passées? Moi, je veux retenir que dans l'ensemble, tout s'est bien passé, tout a été bien coordonné, malgré quelques échauffourées et malgré que la police ivoirienne s'est chargée de martyriser, de brigander, de maltraiter et de brimer les manifestants. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, tout a été bien coordonné et tous ceux qui avaient été interpellés par la police présentement ont été libérés depuis hier. Donc pour nous, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Merci beaucoup, Hervé. Donc, nous allons revenir au niveau de Sylvain. Alors, Sylvain, dis-nous, au niveau de l'organisation, est-ce que vous pensiez que l'État ivoirien a failli au niveau de l'organisation ou c'est la faute revient au Front populaire ivoirien qui n'a pas su bien organiser l'arrivée du président? Parce qu'on a remarqué que l'État ivoirien a laissé normalement le pavillon présidentiel, mais on a vu que le président n'a pas eu à même passer par le pavillon présidentiel. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cela? Merci, Kekeli. Voilà, je suis Sylvain, le représentant de à mon sens, je peux dire que déjà même féliciter notre comité d'organisation pour l'accueil. À mon sens, le gouvernement n'était pas imprégné de façon directe dans cette affaire parce que ça a été un jeu politique pour eux. Donner le pavillon, même le président qui sort à la veille de l'arrivée du président Laurent Gbagbo, ben là, tous, ça a été un jeu en fait. Nous, en tant que l'opposition, connaissant ce pouvoir, déjà, nous ne sommes pas entrés dans ce jeu. On a organisé les choses comme il se doit, mais le président a été accueilli triomphalement. C'est à nous aujourd'hui de féliciter notre comité d'organisation. Voilà, depuis son départ de Bruxelles jusqu'en Côte d'Ivoire, où il est même allé dans son village natal à Mama. Aujourd'hui, il est bien installé, il est arrivé chez lui. Nous rendons. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, nous allons revenir au niveau de Tipanda. Vous venez d'entendre Hervé et puis Sylvain qui se réjouissent au niveau de l'arrivée du président et surtout au niveau de l'organisation qui a été faite au niveau de l'accueil là-dessus. Selon vous, en tant que panafricain, Tipanda, qu'est-ce que ça vous suscite, cette arrivée après 10 ans d'absence au niveau du pays? Voilà, merci, monsieur Kelly de m'avoir donné la parole et merci tous les internautes qui suivent le débat du jeudi. Cette opportunité, je la saisis et je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous prêtez beaucoup pour l'Afrique et pour les Africains. Donc, selon moi, parce que chacun a sa façon de voir les choses, et je pense que Laurent Gbagbo, son arrivée, moi personnellement, je peux considérer et constater que ça a été boycotté. C'est quelque chose qui a été boycotté
parce que 10 ans d'absence d'un homme politique, un président que jusqu'aujourd'hui, je pense qu'une grande partie des Ivoiriens pensent que toujours Laurent Gbagbo est toujours le président de la Côte d'Ivoire parce que c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme. Donc, l'arrivée de ce monsieur après 10 ans et qu'il a été innocenté parce que tout ce qui se passe, on sait ce qui se passe, on sait dans les conditions dans lesquelles il a été arrêté, il a été persécuté, traduit et traîné devant la Cour pénale internationale. C'est des accusations qui ne tiennent pas. Donc, le gouvernement ivoirien actuel, vraiment, ils ont boycotté l'arrivée de Gbagbo. Ce n'est pas comme ça que ça devait s'organiser. C'est un président qui arrive. Et voilà, le peuple a démontré que voilà, même si on organise, on n'organise pas, Gbagbo, c'est quelqu'un qui est aimé par le peuple. Il n'a pas payé pour avoir cet amour, mais il a été juste honnête envers sa République. Et je pense que Ouattara, c'est un frère de Gbagbo. Il devait comprendre que même si c'est son frère, il n'y a aucun politique ou responsable, si c'est lui qui revenait en Côte d'Ivoire, son retour sera vraiment visible et organisé. Donc, pas comme ignorer comme Gbagbo quand même. Gbagbo, on ne peut pas ignorer l'arrivée de Gbagbo. C'est vraiment, ils ont boycotté, mais je pense qu'il n'est pas tard de se rattraper vu qu'il était toujours au pays. Il y aura toujours une solution pour se racheter. C'est là mon point de vue quand même. Merci. Merci beaucoup, Dipanda, par rapport à cette analyse. Alors, on revient au niveau de Tierno. Alors, vous venez d'entendre Dipanda qui, selon lui, l'arrivée du président a été boycottée. Est-ce que vous êtes aussi de même avis par rapport à cela? Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité de nouveau sur votre plateau et merci aux co-débatteurs pour leur intervention. Dipanda a si bien précisé. Pour moi, à mon point de vue, monsieur le président, l'ancien président Laurent Gbagbo, son arrivée pouvait être organisée autrement, mieux que cela, mieux que ce qu'on a vu à travers les images. Déjà, la date du 17 juin qui avait été prononcée par le parti de Laurent Gbagbo, le gouvernement avait fait un pré-communiqué pour nous informer qu'ils n'ont pas été consultés par rapport à cette date. Donc, c'était un indicateur déjà de comment le président Laurent Gbagbo allait être reçu en Côte d'Ivoire. Il y a certains partis prenants ont joué leur rôle comme les militants du FPI, mais quant à l'arrivée et l'organisation, je dirais que c'était pas à la hauteur. Monsieur le président, l'ancien président Laurent Gbagbo, c'est quand même un grand homme ivoirien qui avait quitté son pays natal pendant plus de 10 ans. Donc, je pense qu'on pouvait faire mieux que cela. Et il n'y a eu aucun représentant du gouvernement qui était là pour accueillir le président. Et la manière dont le président ici a été accueilli, c'était vraiment, pour moi, c'était pas à la hauteur. Donc, je partage le même point d'avis que M. Dipanda. On aurait pu organiser un accueil beaucoup plus chaleureux et valorisant et reconnaissant M. Gbagbo à son titre. Merci beaucoup, Tierno, pour votre analyse là-dessus. Alors, on revient au niveau de Hervé. Vous parlez tout à l'heure de satisfaction au niveau de l'organisation ou de l'accueil au niveau de Laurent Gbagbo, mais d'autres personnes aussi pensent que ça a été boycotté. Est-ce que vous êtes aussi de même avis que ceux qui se demandent pourquoi il y a eu un manque du gouvernement au niveau de l'aéroport et surtout celui qui a touché beaucoup plus de gens, c'est surtout le ministre de la Réconciliation. Normalement, durant toute une semaine ou durant plusieurs semaines, ils ont travaillé avec le secrétaire général au niveau du Front populaire ivoirien. Et puis le 17, on ne voit même pas ce ministre à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est que dans tout ce qui s'est passé, en fait, ce que vous devez retenir, c'est surtout la constance dans la position du FPI depuis 2011. Depuis 2011, on a toujours jugé le parti de M. Ouattara, sinon le pouvoir de M. Ouattara, comme étant un parti illégitime. Mais à un moment donné, il fallait forcément composer parce que c'est comme un état de fait. C'est un état de fait. Donc, à un moment donné,
ils sont là. Donc, c'est eux qui ont la face publique et tout ça, il fallait gérer avec eux. Donc, pour moi, ce qui aurait étonné le monde, c'est de voir une pléthore de ministres venir accueillir Gbagbo. Puisque c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement de Ouattara qui l'a envoyé à l'arrêt. Quand on a eu même le premier acquittement, l'État de Côte d'Ivoire a dépêché des avocats pour pouvoir empêcher son retour. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand il y a eu cette date-là, le gouvernement a produit un communiqué pour dire que ce n'était pas une date consensuelle. Et vers la fin, on lui dit, bon, voici un pavillon d'honneur. Le président Gbagbo, il a dit, il a justifié. Après, il dit qu'il a refusé, pardon, son passage au niveau du pavillon d'honneur, parce que pour lui, ça n'avait pas de sens. Si ses partisans, pendant qu'il arrive, ses partisans sont empêchés de le rencontrer pour des gens qui veulent simplement manifester leur joie. Donc, pour moi, je dis que ça a été un succès, c'est que malgré que l'organisation, malgré que la sécurité, malgré que le comité n'avait pas les grands moyens, comme un État peut l'avoir, malgré ça, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de disparition, il n'y a eu que des arrestations. Les uns et les autres sont rentrés simplement chez eux. C'est ça le plus important. Maintenant, pour le reste, il a été boycotté et tout ça. Le dernier mandat de M. Ouattara, nous le considérons intérieurement comme un mandat illégal, comme un mandat illégitime. Donc, pour nous-mêmes, rencontrer un ministre, un prétendu ministre, ce serait à nouveau contribuer à légitimer encore ce pouvoir-là. On aurait fait, Gbagbo n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Pour nous, présentement, il dit qu'il est un soldat. Il est à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple est sorti pour pouvoir l'accueillir. Pour nous, c'est le plus important qui est là. Le reste, c'est des machinations politiques. Merci beaucoup, Hervé, pour cette analyse là-dessus. Alors, on retourne au niveau de Ndipenda. Voilà, donc vous venez d'écouter le représentant du Front populaire ivoirien qui persiste que pour eux, l'arrivée du président a été toujours un succès, d'autant plus que, voilà, le 17, il y a eu des manifestants qui ont été blessés par la police pour pouvoir accueillir leur représentant. Donc, pour eux, ça a été toujours un succès. Donc, alors, dis-nous, Ndipenda, par rapport à cela, est-ce que vous pensiez réellement que le président Gbagbo a toujours un avenir au niveau de la politique ivoirienne? Voilà, merci pour la question. Bon, pour l'avenir dans la politique, moi quand même, je ne peux pas dire parce qu'il y a l'âge. Il y a l'âge aujourd'hui. On prend de l'âge et on ne peut pas rester éternel dans la politique, dans tout ce qu'on fait. On aura toujours besoin vraiment d'avoir une jeunesse qui va vraiment prendre la relève. Je ne peux pas parler de ma carrière, mais je sais que Gbagbo, il a vraiment le soutien et l'amour du peuple ivoirien. Et moi, juste là, je persiste et j'insiste. Le retour de Gbagbo a été boycotté. C'est quelque chose qui n'a pas plu peut-être à beaucoup de gens. Et je pense que la Côte d'Ivoire, elle est blessée au plus profond d'elle dans le passé, mais ne revenons pas en arrière. Et la seule chose que les hommes, nous commettons toujours des erreurs et des fautes, mais on peut les réparer. Le retour de Gbagbo devait être officiel, organisé. Il devait même être accueilli par son frère Ouattara. Pourquoi pas? C'est à l'aéroport. Mais c'est normal, j'écoute tout de suite un frère là qui disait qu'il y a eu des manifestants. C'est normal parce que c'est des gens qui sont assoiffés de voir Gbagbo. Maintenant, même si tu n'es pas ivoirien, je ne suis pas ivoirien, mais j'étais vraiment honoré et fier de voir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce que la politique occidentale et le système occidental l'a traîné dans l'illégalité, dans l'injustice depuis 10 ans. Et le gars, il est innocent. Il est innocent aujourd'hui. Donc maintenant, qui aujourd'hui peut-on vraiment dire qui a assassiné le peuple ivoirien? Ne rentrons pas dans ça, mais ça aussi c'est quelque chose qui devait interpeller la conscience des Africains. Ce n'est pas parce que je ne suis pas ivoirien que les problèmes de la jeunesse, de l'avenir de la Côte d'Ivoire ne m'intéressent pas, non. Mes compatriotes sont à Abidjan, ils gagnent leur vie là-bas. Donc ça m'intéresse de voir un Côte d'Ivoire uni. Je veux voir des exemples à travers des hommes politiques. Alassane Ouattara, il a failli un échec
mais je pense que Laurent Gbagbo, bientôt, comme mon frère analyste Chero vient de le dire, on espère que Gbagbo va faire un tour pour réconcilier et réconforter et raffermir aussi, renforcer les cœurs des Ivoiriens qu'il aime toujours. Il va le faire à l'intérieur du pays. Ça, c'est ce qu'on attend. Merci beaucoup. Donc, nous revenons au niveau de Sylvain. Alors, Sylvain, des internautes demandent à savoir, est-ce que la réconciliation, elle est vraiment réelle au niveau de la Côte d'Ivoire? Parce que certaines personnes attendaient vraiment le retour du co-accusé de Laurent Gbagbo, à savoir M. Charles Pégoudé. Vous êtes le représentant du co-chef de sentiment en Égypte. Alors, dis-nous, à quand l'arrivée effective maintenant du président de votre parti? Ok, merci Kekeli. Voilà, moi je pense que depuis 10 ans passés déjà, il n'y a pas encore de réconciliation. Pourquoi je dis cela? Depuis la crise post-électorale de 2011, moi-même j'ai été réfugié où il y a eu 3 camps de réfugiés des Ivoiriens, d'où à savoir le premier camp où il y a 12 000 personnes, le camp où moi-même j'y étais, où il y avait 8 000 personnes, et le 3e camp où il y avait près de 4 000 personnes. Il y a eu des réfugiés ivoiriens au Togo, des réfugiés au Libéria, un peu partout dans le monde, avec des prisonniers politiques. Tous ces gens-là aujourd'hui, ils sont encore sur leur position. C'est les 2 mandats passés de Ouattara. Quand le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, il faut commencer par apaiser les cœurs, permettre à tout ce que tout cela rentre dans leur pays, tous ces réfugiés et la libération de tous ces prisonniers politiques-là. C'est en cela que la réconciliation c'est des pères de famille, c'est des espoirs qui sont incarcérés dans les prisons actuellement durant plusieurs années. Ceux-là, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des familles. Quand ils sont encore là, est-ce qu'il y a encore une question d'aller vers leur famille pour leur parler de réconciliation pendant que leurs maris, les femmes, responsables de famille, des espoirs, je peux dire, sont encore en prison. Si j'étais même le père d'un enfant qui est encore en prison, les raisons politiques, de quoi tu me parlais comme réconciliation, c'est des choses impossibles. Nous, on n'allait pas fonctionner dans la forme, mais on doit aller un peu dans la réalité des choses pour voir ce qui est. Pour la réconciliation aujourd'hui, moi, je pense que avec l'arrivée, normalement, bien entendu, du président Laurent Gbagbo, tout devait aussi encore de là à nouveau. Mais le gouvernement qui fait son petit bonhomme de chemin de dictature a encore failli à une mission. Je me demande à quand ils vont encore se rattraper ou dans les tournées politiques encore du président Laurent Gbagbo. Pour moi, il est important qu'il fasse cela pour la réconciliation. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, Tiano, dis-nous, est-ce que dans de tels schémas, est-ce que vous pensiez réellement que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas un peu mal parti pour pouvoir aboutir réellement à la réconciliation que cherchent vraiment les Ivoiriens? Merci, mais c'est clair. Voyons bien le cours des événements. C'est clair que ce n'est pas parti sur de bons pieds à la réconciliation qu'attendent réellement les Ivoiriens. Je pense que le premier indicateur de réconciliation aurait pu être au moins que le président lui-même aille accueillir M. Laurent Gbagbo à l'aéroport. Donc, on aurait pu dire que c'était vraiment le début d'une réconciliation. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de réconciliation parce qu'on sait qu'il y a toujours les séquelles. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays et c'est un pays qui s'est bien fondé. Je pense qu'il faudra aller au-delà de tout cela. Les différents partis politiques doivent se réunir autour de la même table et parler vraiment d'une vraie réconciliation, pas une réconciliation à travers les médias. Ça passe, une des
un des moyens de réconciliation va passer certainement avec, comme vient de dire, la libération des prisonniers politiques. Oui, et au-delà de cela également, bon, Ouattara, comme il vient de dire, même si son bilan, à mon point de vue, n'a pas été au meilleur, il aurait pu faire changer la donne en réunissant les partis politiques. À l'absence de Gbagbo, on a vu le parti FPI n'a pas été traité comme bon le semble. C'est en général ce qui se passe en Afrique, hein, comme vous l'avez vu. Les opposants, parce que Gbagbo maintenant est considéré comme étant une opposition au sein de la classe politique ivoirienne, alors que ce n'est pas le cas. Gbagbo a des militants et ces militants continuent à l'adorer. Et c'est sûr que si le gouvernement ne prend pas les mesures qu'il faut, on risque de se replonger dans une autre crise. Et je pense que tout le monde maintenant doit se réunir autour de la même table et parler vraiment d'une vraie réconciliation. Parce que cette façade qui jouent les politiques, on va dire les élites ivoiriennes, n'est pas du tout un bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire politiquement. Donc, ça passe par vraiment des débats, des échanges, et également, ça passe par des... il faut tendre la main. Généralement, il faut tendre la main aux autres. Ouattara a ses moyens actuellement de pouvoir réunir toute la Côte d'Ivoire. Ben, je pense que s'il met les cartes qu'il faut, on peut envisager au moins avant la fin de son troisième mandat, que je considère même illégitime, voilà, on peut convenir à une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est tout cela qu'il faudra pour que la réconciliation s'amène en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Thierno. On retourne au niveau de Hervé. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'au sein de votre parti politique, il y a des divisions présentement. Il y a le clan de Afin Descend quelque part, et puis l'autre côté, on a aussi le clan de Assoua, le secrétaire général, aussi de l'autre côté. Alors, est-ce que vous pensez que l'arrivée maintenant du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire peut réunifier maintenant le Front populaire ivoirien? Parce que certes, on parle de la réconciliation en général pour la Côte d'Ivoire, mais il faut aussi une réconciliation, je pense, au niveau du Front populaire ivoirien. Thierno, vous venez d'écouter présentement Hervé qui nous parle de la force, encore de l'unification au niveau du sein du Front populaire ivoirien, que ce n'est pas encore terminé pour le parti. Le président, il est là, le Daïchi, il est là. Alors, Thierno, est-ce que vous pensez encore réellement à un sursaut au niveau de ce Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire? Oui, on doit s'attendre à tout actuellement avec le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et surtout avec des changements au sein de son parti. Bon, le parti du FPI, à mon avis, je pense qu'ils ont aussi besoin de se réunir autour de la même table. Ils ont une force politique en Côte d'Ivoire actuellement, ils peuvent jouer sur cette force-là. Et on sait qu'avec Laurent Gbagbo, qui vient juste de faire son arrivée, et le FPI va renaître parce que depuis que le président Laurent Gbagbo avait été arrêté et extradé vers la CPI, l'FPI n'avait pas vraiment de force sur la scène politique, puisque avec le RHDP qui a dirigé le pays pendant ces 10 dernières années, bon, on tend maintenant vers le troisième mandat, et il y aura certainement un changement politique qui va s'opérer au courant des années à venir. Et je pense qu'ils ont un futur politique à jouer si M. Laurent Gbagbo arrive à réunir tous les militants, parce qu'on sait qu'actuellement, il y a une division également au sein du FPI, on le sait. Et l'arrivée de M. Laurent Gbagbo pourrait apaiser la situation et pourquoi pas mettre en amont la jeunesse du FPI qu'on a tant attendu. Il faut reconnaître que Gbagbo ne pourra pas se présenter pour des prochaines élections.
sans doute. Donc, Gbagbo va essayer de mettre à la tête du FPI quelqu'un qui sera accepté, respecté et qui saura faire les affaires du FPI. Pourquoi pas probablement un prochain président au sein du président de la République qui va sortir du FPI. Ça reste à venir. Mais il ne faut pas oublier de l'autre côté également que tout passe aussi par la réconciliation. Voilà. Le FPI doit également, même si le parti au pouvoir n'a pas mis tout ce qu'il faudra pour réunir tous les Ivoiriens sur la même table, mais le FPI doit reconnaître cela également et en tant que l'un des trois partis politiques ivoiriens qui a plus de force, donc ils ont la capacité, si les autres ne le font pas, de réunir toute la Côte d'Ivoire ensemble. Donc, et c'est une force qu'a actuellement M. Laurent Gbagbo pour réaliser. Parce que M. Laurent Gbagbo a vécu 10 ans en dehors de son pays. Donc, s'il vient avec l'esprit de la réconciliation, qu'il accepte et qu'il met sur lui toutes les charges que le FPI a eu à vivre avant et qu'il essaie de tendre la main également aux autres partis politiques. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est dans ce sens-là qu'il pourra vraiment avoir un impact sur le futur du parti FPI. Merci beaucoup, Thierry. Donc, nous allons, Sylvain, alors, vous allez nous expliquer, parce que qui dit COGEP dit en même temps le Front populaire ivoirien, vous allez nous expliquer, Sylvain, la place présentement de Madame Simone Gbagbo au sein du Front populaire ivoirien, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent présentement sur la toile, comme quoi il y a des distanciations entre le président et sa femme. Donc, en tant qu'Ivoirien, dis-nous réellement la place à M. Sylvain que occupe présentement Mme Simone Gbagbo au niveau du Front populaire ivoirien, parce qu'on avait remarqué qu'à l'aéroport, Mme Simone était là, mais après, quand le président était parti au niveau de son QG, nous n'avons plus retrouvé Mme Simone Gbagbo. Donc, il y a beaucoup des on-dit par rapport à cela. Donc, éclaircissez-nous un peu cette situation, s'il vous plaît. Je pense que le président Laurent Gbagbo, entre lui et sa femme Simone Gbagbo, il n'y a aucun problème. Il connaît sa femme lui connaît depuis plusieurs années. Et en politique, ils savent quel droit s'y attendre toujours. Il est venu même, elle était là, l'accueillir. Ils ont fait des accolades. Les internautes qui font un peu de bruit autour de cette histoire, mais dans la réalité, il n'y a aucun problème. Et il est arrivé. Ils vont s'asseoir, ils vont encore discuter, faire des projets. En tout cas, tout partira du père, qui est Laurent Gbagbo, qui vient d'arriver, bien sûr, en tant qu'un sage. On le connaît, il est très bien en politique et très bien. C'est un guide africain désormais. Donc, ça, c'est en fait même le dernier de ses soucis. Mais on en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est nous, internautes, ou ceux qui ne savent un peu rien de cette histoire, qui font un peu de bruit autour de ça. Donc, ça ne va pas être le problème. Ça ne va pas être un problème en tant que tel. C'est que les choses vont s'arranger d'ici peu. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà. Mais on remarque que, bon, au niveau de la toile, nous avons beaucoup de rumeurs, comme je viens de dire tantôt, qui circulent là-dessus, parce que nous venons d'avoir présentement le représentant du Front populaire ivoirien, Hervé, qui nous dit non, qu'au sein du parti, il n'y a aucun problème, que ce sont peut-être les gens qui pensent le contraire là-dessus. On vient d'avoir aussi Sylvain au niveau du COGEP qui nous dit que non, au fond, il n'y a rien qui se passe là-dessus. J'ai l'impression comme quoi vous essayez de continuer un peu la situation, de ne pas dire réellement ce qui se passe au fond du Front populaire ivoirien. Donc, nous allons revenir au niveau de Hervé. Donc, Hervé, vous allez nous dire réellement, parce que je pense que vous êtes sur le même ton comme Sylvain, comme quoi c'est comme si vous passez un peu, vous continuez un peu. Non, pas du tout. Quand Nelson Mandela, après 27 ans de prison, est sorti, Winnie portait toujours son nom. Mais par la suite,
Parce que nous, en tant que militants, ce que nous devons retenir, c'est que c'est des êtres humains comme nous. Ils ont le droit de se marier, de se séparer, de s'encourager. Mais ce sur quoi nous, on les attend, c'est que c'est vrai, ils doivent faire toujours des exemples. Donc, il y a certaines choses qu'ils doivent faire avec élégance. Moi, je ne sais pas présentement. Si des gens ils seront toujours mariés, s'ils vont se séparer ou pas, et ça et là. D'ailleurs, ce n'était pas leur première noce. Le premier fils de Babo, c'est Mme Catherine Chikwa, qui d'ailleurs était à son accueil. Il aurait pu ne pas connaître Mme Simone Eve. Donc, ça veut dire que c'est la vie qui continue. Mme Simone elle-même, avant de rencontrer Babo, elle avait déjà eu un enfant avec M. Vaudier dans le temps, si mes informations sont bonnes. Bref, je veux dire que le plus important, quel que soit ce qui va se passer dans la cuisine interne des Gbagbo, le plus important, c'est que quelles sont leurs propositions par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire, à l'avenir du FPI. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, les gens se marient, les gens divorcent chaque jour ici. C'est vrai, ils sont des hommes publics, donc pour eux, là, ça peut faire du bruit. Mais pour moi, là, ce n'est pas le plus important. Je ne dis pas que c'est vraiment ça actuellement, mais ce n'est pas le plus important actuellement. Actuellement, c'est que depuis 2010, il y a des militaires qui sont en prison. OK. Donc, pour vous, effectivement, c'est quelque chose qui doit se régler en interne au niveau de la famille Gbagbo, c'est ça? Oui, mais il n'y a même pas quelque chose. Parce que je ne souhaiterais pas que vous, les journalistes, vous preniez les non-dits ou bien les deux pour pouvoir dire certaines choses à notre place. Nous, on dit il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il arrivait, ces femmes, je dis bien ces deux femmes, on était là à l'aéroport, tout va bien. Pourquoi vous voulez qu'il y ait des problèmes? OK. Donc, si vous nous le confirmez, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes le représentant du Front populaire ivoirien, donc on vous croit sur mot là-dessus. Donc, nous allons revenir au niveau de Tierno. Tierno, pensez-vous que ce ne serait pas maintenant une mode au niveau de l'Afrique? Maintenant, vous faites une lutte avec une femme et après, quand vous revenez, vous changez de femme. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas une mode que peut-être cette jeunesse va pouvoir adopter par hasard? Non, pas forcément. Et M. Laurent Gbagbo, comme il vient de dire, n'est pas encore divorcé de sa femme. Donc, bien vrai que Simone Gbagbo, médiatiquement, elle est perçue comme étant une femme politique et battante. De mon point de vue, je pense que on ne peut pas appliquer le cas un président qui aurait divorcé ou bien qui aurait laissé sa femme pour continuer seul, ou bien la femme qui aurait aussi laissé le président. Non, on ne peut pas généraliser cela en Afrique tout entière. Donc, ça reste que quelques cas qu'on peut toujours rencontrer. Bon, au-delà de tout cela, en effet, Simone Gbagbo, la présence de Simone Gbagbo auprès de Laurent Gbagbo, c'est vraiment politiquement et médiatiquement bien aperçu et bien vu par les médias. Bon, certes, ça sous-entend également, au vu au-dessus de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'il y aurait quand même quelque chose qui se passe et que ça n'a pas été toujours la belle étoile entre Gbagbo et Simone durant ces 10 dernières années. Bon, sachant bien évidemment que Gbagbo n'était pas au pays, donc Gbagbo était en Belgique, il a été à la CPI. Donc, ce ne sera pas nécessairement une tendance. Bon, la jeunesse africaine... Excusez-moi, M. Tiano. Je voudrais juste dire, pour moi, présentement, là, est-ce qu'on peut peut-être parler des enjeux, c'est-à-dire aujourd'hui, là, au niveau de la présidence, quelles sont les forces de proposition actuellement? Quel est le chemin dans lequel on offre à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique de l'Ouest? Quel est l'impact réel de ce retour-là?
et même quelles sont les incidences par rapport à la CPI. Au lieu de parler des choses de cuisine ou bien des choses internes dessous de la ceinture de M. Gbagbo. C'est peut-être genre une proposition, sinon voilà, au modérateur. Parlons des choses qui vont nous faire évoluer. Tout à l'heure, j'ai dit, moi j'ai parcouru quand même quelques pays aux alentours de nous. Et quelles étaient leurs positions en 2010 et présentement leurs citoyens actuellement? Puisque nous, en Côte d'Ivoire, on est un carrefour. Quels sont les impacts aujourd'hui par rapport à ça? Quelle est la position? Quand Gbagbo dit qu'il est un soldat qui est à la disposition de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens et de son parti, quel est l'impact qu'il peut avoir? Effectivement, nous allons revenir là-dessus, Hervé. Nous allons revenir sur ça. Oui, sinon, Hervé, nous allons revenir là-dessus. Ils vont dormir ensemble, ils seront sur le même lit. Mais qu'est-ce que ça nous apporte en tant qu'Africains? Effectivement, vous avez parfaitement raison, Hervé, de soulever cela, mais ce sont les internautes qui demandent à savoir, ce sont les internautes qui posent ce genre de questions. C'est pour cela que nous aimerons avoir des réponses là-dessus. Maintenant, on revient en même temps vers vous, comme on ne coupe pas la parole au niveau de Tierno, donc on revient en même temps au niveau du représentant de COGEP, que vous, M. Sylvain, à côté de vous. Effectivement, M. Laurent Gbagbo vient de nous dire effectivement qu'il est là en tant que soldat, qu'il est à la disposition du secrétaire général. Donc, M. Sylvain, dis-nous en réalité, c'est quoi le message qui se cache derrière le mot soldat qu'a utilisé M. Laurent Gbagbo? Merci, Kekeli. Connaissant l'homme, moi, je pense qu'il a ces capacités-là. Sa venue vraiment va nous servir. Parce que je me rappelle bien où il disait que il pouvait rentrer en Côte d'Ivoire à tout moment, pendant qu'il était encore à Bruxelles. Même sans ses documents, il pouvait rentrer. Mais lui, l'homme, en tant qu'une personne sage, il ne voudrait pas qu'il y ait des mythes, qu'il y ait des bruits autour de son arrivée. Il attendait l'accord du gouvernement ivoirien pour qu'il puisse rentrer paisiblement, comme ça a été le cas ce 17 juin. En effet, l'homme est rentré, donc ce bruit-là, il ne le souhaiterait pas. Dans son premier discours, j'ai cru entendre qu'il disait que nous devons d'abord pleurer nos morts et ensuite il attend le secrétaire à Soadou pour faire le programme pour qu'il puisse maintenant commencer le travail proprement dit qui est la paix et la réconciliation de tous les Ivoiriens. Nous sommes encore loin, même, on ne doit pas même parler des élections présidentielles puisque le président Ouattara, pour son 3e mandat, il est encore dans la toute première année, il reste encore 4 ans. Donc, quand il le dit, ces tournées-là vont surtout se baser sur la paix, la réconciliation, et en même temps, il va demander à ses compatriotes ou à tous les Ivoiriens sans exception, aujourd'hui partout dans le monde, de pouvoir rentrer dans leur pays. Il va plaider auprès du gouvernement pour la libération des prisonniers politiques. Et c'est en cela que nous allons partir vers une réconciliation vraie, à mon sens. Le président Laurent Gbagbo, c'est un instrument de paix. C'est un homme très sage. J'espère qu'il serait à la hauteur de ça. J'ai confiance en lui. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Donc, nous allons donner la parole à M. Tierno qui va nous dire en quelques mots l'avenir maintenant du cours pénal international CPI. C'est quoi l'avenir par rapport à cette cour-là? Parce qu'on a appris maintenant qu'ils ont changé aussi de procureur. Donc, en quelques mots, vous allez juste vous briefer votre impression par rapport à cela et puis votre mot de fin au niveau de cette jeunesse africaine qui nous suit présentement. Monsieur Tierno. Merci beaucoup pour la question. L'avenir de la CPI est peut-être certain à l'international, mais au niveau de l'Afrique, sur le continent africain, je pense que la CPI est en train de perdre toute sa notoriété. Et les Africains ne font plus confiance à cette cour puisqu'elle ne fait que juger
les anciens présidents africains. On dirait que la CPI avait été créée réellement uniquement pour l'Afrique, parce que c'est rare, on n'a jamais vu un ancien président des pays européens ou américains devant la CPI. Donc, ceci nous interpelle. Je pense que le fait de changer de procureur ne va pas changer réellement la vision la perception des Africains sur la CPI. Donc, unanimement, et les Africains auraient dû eux-mêmes se réunir sur la même table. Pourquoi pas une cour pénale africaine? Et pourquoi pas? Ça reste une éventualité. Donc, la CPI, je ne vois pas d'avenir dans la CPI. Et déjà, avec la procureure Fatou Bensouda qui avait été même sanctionnée par les États-Unis, ça montre que même les États-Unis ne font plus confiance à la CPI. Donc, si ces grandes puissances ne font plus confiance à la CPI, pourquoi nous devrons nous aligner avec cette cour? La cour, la CPI, bien vrai qu'ils ont fait un procès légal et prononcé l'acquittement de M. Laurent Gbagbo, l'ancien président. Donc, peut-être qu'ils ont fait cela pour donner une certaine légitimité vis-à-vis des Africains, mais cette cour, quand même, selon moi, doit être dissoute ou bien doit être réformulée et être impartielle face aux différents continents. Bon, et mon point de vue, mon mot de fin par rapport au cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, là où elle se trouve, elle a plus besoin de ce qu'on appelle l'union, elle a besoin de la réconciliation. Et je pense que les Ivoiriens doivent aller au-delà de tout cela, oublier les querelles politiques, les querelles dans la société ivoirienne. On doit passer le pont sur tout cela et on doit se donner la main. Le parti au pouvoir a l'atout, à la carte en main de réaliser cela. Monsieur Laurent Gbagbo, qui vient de faire son retour, a aussi la possibilité de réaliser cela. Et les militants également, nos collaborateurs qui sont ici, le représentant du FPI a la possibilité de faire cela. Les Ivoiriens doivent s'aimer. Nous sommes des Africains, nous sommes tout un peuple avant la division territoriale. Nous étions tout un peuple. Donc, c'est seule l'union qui fera la force. Et si on ne se réunit pas aujourd'hui, demain, on risque d'en tirer les conséquences. Et les conséquences qu'on a eu à vivre déjà sont atroces. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de revivre les événements passés, de faire renaître de nouveau les événements passés. Donnons-nous la main et construisons notre pays. La Côte d'Ivoire est un pays riche, elle est un pays capable de réaliser cela. La Côte d'Ivoire, elle seule, peut réunifier toute l'Afrique de l'Est ensemble. Donc, s'il y a une crise politique en Côte d'Ivoire, certainement, ça va impacter les autres pays aux alentours. Donc, allons-y vers la paix et la force. L'union fait la force. Merci. Merci beaucoup, Thierno. Ça fait vraiment plaisir de toujours vous avoir au niveau du débat du jeudi. Donc, Hervé, votre mot de fin aussi par rapport à la CPI et surtout au niveau de la jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît. OK. Mon mot de fin, c'est d'abord de remercier vous en tant que les initiateurs du débat. Je retiens de nos échanges qui sont très pertinents qu'il y a de l'espoir et que nous, en tant que jeunesse, on est vraiment mieux formés pour pouvoir justement faire toute cette analyse et de faire des propositions. Donc, je demande présentement à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine, de considérer le cas Gbagbo comme un cas d'école. On peut être soupçonné de certaines choses, aller à la justice internationale, souvent même pas pouvoir présenter ses propres témoins, être acquitté et penser à l'Afrique. Gbagbo Laurent est prêt pour l'Afrique, il a dit, il est engagé. Donc, je demande à tous ceux qui sont épris de paix, de justice, d'indépendance de l'Afrique, de se joindre à nous dans la marche pour pouvoir avancer. Je termine en remerciant mes frères Thierno
et Diapenda, désolé, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui ont voulu être là aujourd'hui pour pouvoir voir ensemble les perspectives par rapport à l'Afrique. Je souhaiterais que dans les jours, les semaines à venir, dans un cadre de discussion, même si ce n'est pas sur le débat du jeudi, et qu'on essaie de voir, nous, on a des liens très forts avec les socialistes nigériens. Donc, sans parti pris, pouvoir échanger et avancer. Et je remercie le débat du jeudi. Merci, Kikeli. Merci beaucoup, Hervé. Ça nous fait aussi vraiment plaisir de toujours vous avoir. Vous êtes toujours là pour nous au niveau du débat du jeudi. Encore une fois, merci beaucoup à vous. Donc, nous allons revenir aussi au niveau de Sylvain. Sylvain aussi, vous allez nous donner aussi votre mot de fin et surtout votre mot au niveau de la jeunesse ivoirienne. L'avenir de ce pays aujourd'hui appartient à la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse, nous voudrions la sensibiliser, de laisser encore les choses anciennes, de laisser la classe politique aussi ancienne, de se réconcilier, d'être encore plus sage, de tirer des enseignements dans les événements passés pour agir sagement encore pour notre futur, car l'avenir c'est nous. En tant que jeunes, nous avons aussi des enfants, des petits-enfants qui ont leur avenir encore devant eux. Comme hier, nous n'avons pas fait autant. Voilà, pour leur assurer un bon avenir, la bonne éducation. Bien. Donc, le COJEP étant aussi un parti jeune, un parti qui a hérité auprès du président Laurent Gbagbo de toute la sagesse, doit faire encore plus d'avantages que le père. Donc, le COJEP aussi sensibilise toute la jeunesse de tout bord politique en Côte d'Ivoire, de savoir, d'en tirer beaucoup de leçons des événements passés et de rester plus sage et faire la politique de façon honnête. Nous ne sommes pas en fait des ennemis, nous sommes des adversaires. Un pays en Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire a besoin de cette paix-là pour l'évolution. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, une fois encore, merci, chers panélistes qui nous ont aidés pour décortiquer le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, nous remercions le chef rédacteur, à savoir M. James, le réalisateur, M. Thiabio, et puis le manager Boss Baman. Donc, nous nous remercions par rapport à votre aide, à votre support au niveau du débat du jeudi. Donc, sur ce, nous venons d'arriver à la fin du débat du jeudi. Encore une fois, merci beaucoup, chers internautes et auditrices. Là-dessus, n'oubliez pas de liker et surtout de partager la vidéo. Merci beaucoup et bye bye.